Madame, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne de télévision internationale que vous regardez avec beaucoup de plaisir tous les jours, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Ce matin, nous allons parler de l'aéroport international de Douala qui est dans une phase de rénovation avec une enveloppe de près de 4 milliards de francs CFA débloqués par les institutions en charge du développement. Nous parlons également de la France avec la tenue, malgré tout, de la conférence internationale sur le climat COP21. Un très grand événement qui va donc se dérouler sans les 200 autres manifestations prévues tout autour. Nous parlerons aussi du Rwanda avec ses 15 ans de prison ferme pour David Kabuye, l'ancien capitaine rwandais poursuivi depuis mars dernier pour diffamation et incitation au soulèvement. La République démocratique du Congo nous intéresse également ce matin avec cet affrontement entre étudiants et policiers à la suite d'une perspective d'augmentation des frais de scolarité. Voilà donc pour le sommaire. Je vous retrouve dans une petite seconde pour les détails. Retour sur le plateau de la matinale de l'information pour recevoir Serge Bondier. Bonjour. Bonjour les Rosiers, madame, messieurs, merci d'être toujours sur Canal 2 Info pour une actualité de proximité. Alors nous parlons économie, développement. Et le Cameroun est dans une phase de réorganisation, de réaménagement de ses aéroports. Et le cas de l'aéroport international de Douala nous intéresse et vous intéresse aussi. L'aéroport international de Douala, comme vous l'aviez si bien dit, intéresse les Camerounais, intéresse également toutes les personnes qui choisissent donc les destinations camerounaises, le cas de Douala, avec les réhabilitations engagées depuis quelque temps par les autorités camerounaises, notamment sur la fluidité du trafic aérien et même voir la bonne circulation et l'accueil qui est un principal leitmotiv des autorités camerounaises en charge donc du tourisme. Donc l'aéroport va donc être réhabilité, notamment ces chaussées aéronautiques qui verront un peu une touche particulière dans le cadre de la convention et signée entre l'Agence française de développement et les aéroports du Cameroun. Donc la rondelette somme de 4,4 milliards de francs CFA sera donc mise à contribution pour reloquer cet aéroport international et qui booste quand même l'économie d'une certaine manière. On voulait donc atteindre par exemple le chiffre de 1,5 million donc de personnes qui utilisent donc ce trafic au quotidien donc pendant une période bien précise et le communiqué rendu public par les ADC indique d'ailleurs que les travaux pourraient débuter d'ici la fin de l'année 2015, donc janvier, voire décembre 2015, voire début janvier 2016. Donc c'est une très bonne nouvelle qui intéresse davantage toutes les personnes, donc les passagers qui prennent donc à cœur la destination Cameroun. Alors il faut également signaler, Serge Bondier, que ces travaux de réaménagement de l'aéroport international de Douala arrive à un moment donné où certains travaux avaient déjà été entamés, par exemple la réflexion de la salle des bagages, la climatisation et même des équipements de contrôle, de surveillance des passagers aussi bien que des bagages. On a vu à travers le monde entier pour les différentes alertes, donc chaque aéroport doit prendre des mesures conséquentes pour faire face à toutes ces difficultés rencontrées par les passagers, parce que la destination camerounaise, au-delà de ceux qui sont en transit sur le sol camerounais, ces travaux vont concerner bien sûr le rabotage des enrobés sur la piste d'atterrissage, les taxiways, les parkings avions et l'enlèvement des gravats avec mise à la décharge par l'entreprise. On va également regarder les parkings de Alpha et même ces différents parkings, notamment du côté de la présidence de la République, donc au niveau de l'aéroport international de Douala. Tout ceci est à refaire. Et d'ailleurs, une autre manière de voir ce travail, on a vu la visite donc des tout récents ministres camerounais en charge des transports, le cas du professeur Robin Kili, qui allait plusieurs fois au niveau de l'aéroport international de Douala pour voir un peu comment il y a une touche particulière, la surveillance même vidéo qui s'y fait, également le contrôle des passagers et donc à l'arrivée, voire même ceux qui sont en transit
dites, au niveau de l'aéroport international de Douala, on a pu réhabiliter. Et puis le problème des climatisations, progressivement, on trouve quand même des espaces, donc des esquisses de solutions, le cas pour les passagers qui sont donc arrivés sur le territoire national. On a vu comment beaucoup est en train d'être fait là-bas pour donner une touche particulière. Maintenant, pour le cas des parkings qui seront refaits également, les parkings des aéroports, le tarmac lui-même proprement dit. Et puis on va aussi regarder les taxiways qui auront une autre manière désormais de se comporter face aux clients avec à la clé des principes d'identification qui sont ceux déjà mis en place par les ADC. Et donc c'est dire que c'est un ouf de soulagement. C'est une nouveauté pour dire que le Cameroun désormais s'arrime aux normes internationales comme par le passé pour que son aéroport soit d'ailleurs un aéroport au-delà d'être internationalement reconnu, mais qui attire quand même plus de personnes qui profiteraient de ces destinations Cameroun. On va aller un peu au-delà de cette volonté qui voudrait qu'on réhabilite ces aéroports, mais de voir comment on pourrait créer d'autres pistes pour permettre à ce qu'on ait facilement plusieurs aéronefs qui peuvent se poser sur Douala, voire repartir. On parle également de ce tarmac. Donc globalement, on va voir 19 400 mètres carrés qui vont être réhabilités. Ce n'est pas une petite affaire, c'est plusieurs semaines de travail. Et les équipes qui vont donc être à pied d'œuvre sont déjà constituées pour l'instant. Et ce qui va certainement susciter la fermeture de cet aéroport international pour ces travaux. Et certaines langues qui se délient font savoir que les 9 locomotives inaugurées récemment du côté de Cam Rai viseraient donc à faciliter le transport des passagers qui descendraient directement du côté de la capitale politique du Cameroun. Justement, la destination Douala, très prisée par bon nombre de touristes, accepté déjà qu'on ne pourra pas descendre par Douala, mais plutôt par Yaoundé, avec ces accords, donc ces arrangements avec Cam Rai pour faciliter donc le déplacement de ces personnes-là. Ça va être un peu difficile parce que beaucoup n'ont pas tout de suite approuvé cette mesure, mais on ne peut pas rester, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il va donc de la survie de cet aéroport international, donc passer par d'autres villes pour rallier Douala. Sera la ferme nécessité, mais c'est des travaux, on compte justement sur le respect des délais qui sont mis en place pour l'exécution des travaux. On a bien peur qu'on soit face à une difficulté qui puisse permettre à ce que les travaux soient prolongés sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec à la clé donc des manques à gagner assez conséquents pour l'économie camerounaise et surtout un coup dur pour les aéroports du Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Merci Serge Bondier d'être passé. Merci bien. Voilà. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Serge et bonjour à nos téléspectateurs. Vous prenez souvent l'avion de temps en temps et aujourd'hui l'aéroport international de Douala doit subir certains travaux d'aménagement, de réhabilitation. Est-ce que vous pensez que le moment est indiqué, surtout dans ce contexte où on parle de certification de cet aéroport? Ben écoutez, Louis Roger, on peut toujours se contenter de ce qu'on a, à défaut de ce qu'on peut souhaiter. C'est une bonne chose qu'il y ait des travaux, de nouveaux travaux, parce que c'est une énième fois que cet aéroport-là va, nous dit-on, subir une cure de jouvence. J'écoutais avec beaucoup de pics comiques un intervenant dans un média évoquer l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle comme étant finalement un petit couloir comparé à ce qu'on peut avoir à Beijing ou à Dubaï, pour ceux qui ont eu la possibilité de voir ces avions-là. Je reviendrai chez nous ici, là, pour voir Njomo Kenyatta. Et n'allons pas plus loin, Maya Maya au Congo. Moi j'ai envie de dire que c'est bien qu'on nous annonce qu'on va rénover l'aéroport de Douala et en prime qu'on va même fermer. Imaginez ce que cela représenterait si on ferme cet aéroport pour les travaux, même pour une semaine seulement. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui manque au Cameroun pour envisager, depuis des lustres on en parle, 10, 20, 30 ans, des décennies, la création d'un autre aéroport à Douala, en périphérie. Regardez l'aéroport de Douala, il est rattrapé par l'urbanisation non contrôlée de la ville. C'est même déjà un danger pour la sécurité des populations. Et cet aéroport-là, à coup de rénovation, de trous d'air, de climatisation, je vous assure, Louis Roger, c'est vrai que nous avons notre fierté nationale, mais on la perd quelque peu chaque fois qu'on atterrit dans cet aéroport. Je ne sais pas quel est le miracle qu'on va faire. On nous annonce des tarmacs de nouveau, ainsi de suite. C'est bien qu'on pense à rénover cet aéroport, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de continuer dans cette optique-là? C'est vraiment dommage. On a comme l'impression que les ambitions, on les a seulement quand elles sont trop grandes pour l'émergence en 2035. Mais cette émergence-là passe aussi par des prises de décision
qui permettent de donner au Cameroun l'image d'un pays véritablement en quête d'émergence. Et ça passe aussi par des aéroports qu'on devrait pouvoir construire en lieu et place d'une rénovation constante. Combien de fois on a déjà rénové cet aéroport de Douala? Et puis, rien n'a changé. Quand vous arrivez dans cet aéroport, bon, bien évidemment, si vous venez, je n'ai pas envie de dire de Mbalmayo, j'ai rien contre Mbalmayo. Il n'y a pas d'aéroport en Mbalmayo, encore que Simalène est même proche. Si vous arrivez d'un village, je prends peut-être Ngalmandouga, où il n'y a pas d'aéroport, et que vous arrivez à l'aéroport international de Douala, c'est un bijou, bien évidemment. Mais quand vous avez eu le malheur, comme nous, de se retrouver dans quelques aéroports dans la planète, il va sans dire qu'on ne peut pas se féliciter d'un aéroport comme celui-là qu'on annonce en rénovation. Voilà. Merci Patrick Christian Devos. Je ne voulais pas poser la question à Eli Smith. Je sais déjà ce qu'il va dire. Il ne sera pas très tendre pour nous. Mais déjà, bonjour Eli Smith. Bonjour Louis Roger. Et très bien, et bienvenue sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Voilà, je voudrais que nous parlions plutôt du Zimbabwe avec Robert Mugabe qui vient de sortir encore une touche, hein, il faut le dire. Il a décidé que les fermiers devraient désormais payer des taxes par rapport bien évidemment aux terres qui les occupent. C'est quand même assez surprenant, Patrick Christian Devos. Bon, écoutez, on pouvait s'imaginer que ça allait arriver. Hein. Déjà qu'il y a une cure dans les caisses, n'est-ce pas, du Zimbabwe. Le Trésor a quand même des soucis. C'est une politique qui ne pouvait pas être tenue longtemps. La réforme agraire de 2000, initiée par Robert Mugabe, sous fond de nationalisme, même si on peut lui donner un terreau qui a été quand même aussi entretenu par les colons, la maison coloniale d'hier, les Anglais, qui n'ont pas respecté un certain nombre d'accords autour de cette réforme agraire. Il s'en est servi à un moment donné où sa côte battait quand même de l'aile, à un moment donné où le pays avait besoin d'un nouveau souffle, et lui aussi d'un nouveau souffle politique, passé les années de révolution qui l'ont quand même porté au firmament. Il s'en est servi et puis il y a eu cette redistribution de terres où beaucoup ont quand même accusé les dignitaires du régime de s'être accaparés de plusieurs milliers d'hectares. Alors aujourd'hui, il s'avère quand même important d'entretenir non seulement les bassins et les voies routières qui mènent à ces propriétés, et puis les agriculteurs noirs qui ont été servis dans cette redistribution agraire aux dépens des Blancs à qui on avait fait le retrait, n'ont peut-être pas d'abord la culture de l'exploitation et même l'expérience sur le plan d'une agriculture finalement mécanique. Donc aujourd'hui, il me semble que c'est une logique à laquelle on devait arriver. Le trésor zimbabwéen ne pouvait pas tenir pendant longtemps sans imposer quelque chose de cette exploitation qui produisait quand même assez de devises dans le produit intérieur brut, n'est-ce pas, du Zimbabwe. Aujourd'hui, ça n'est plus tellement le cas. L'État est plutôt en train de dépenser, n'est-ce pas, pour ces exploitations-là. Et il faut bien que ceux qui en bénéficient passent à la caisse. C'est un départ et ça démontre aussi que le Zimbabwe a des soucis de trésorerie et que la politique de subvention que Mugabe a mis dans cette réforme agraire ne peut pas tenir longtemps. Alors, Eli Smith, 3 à 10 dollars par hectare, c'est un peu ce que ces fermiers devraient payer. Alors, c'est quand même incongru. Robert Mugabe qui a chassé les fermiers blancs pour distribuer les terres aux Noirs, et quelques temps après maintenant, les Noirs doivent payer pour les espaces occupés. C'est quand même paradoxal. Vous savez, c'est ça le populisme zimbabwéen. Il n'est pas le premier. Hein. Vous allez en Amérique latine, il y avait un certain fou aussi qui s'appelait le général Velasco au Pérou, qui a pris le pouvoir et il a décidé de faire ce qu'on appelle la réforme agraire, le nationalisme. Il venait dire, bon, si vous n'êtes pas d'origine indo-péruvienne, donc inca, andéenne, vous devez quitter. Et la preuve est que le Pérou est tombé en ruine. Autre violent dictateur, on monte toujours en Amérique latine, s'appelle Hugo Chavez Frias. Il a détruit le Venezuela. Il est populiste, on l'aime en Afrique. Mais le problème est que la politique économique ne marche pas avec le populisme. Un populiste, c'est un monsieur dangereux parce que à un moment, quand il n'a plus de recettes, il n'a rien à donner. Donc si on revient au Zimbabwe, le monsieur Robert Mugabe, il y a des gens qui l'aiment parce qu'il dit qu'il est panafricaniste. Et le panafricanisme même n'existe pas. C'est une idée qui n'est même pas africaine d'abord. Ça vient hors de l'Afrique. Parlons du Zimbabwe, ce que Mugabe fait quand même, on attendait. Et c'est Noirs qu'on a remis les terres. Quand vous n'avez pas l'expérience agraire, vous savez, ce n'est pas seulement au Zimbabwe qu'on a fait ce genre de choses. Hein. Même au Cameroun, ici, je me rappelle quand Paul Biya est venu au pouvoir, il a voulu créer ce qu'on appelle les nouveaux riches de son ethnie, les Bétis. Il a créé et donné les crédits aux gens qu'ils ont dilapidés. Quand vous n'avez pas une culture
économique, ça ne marche pas. Et vouloir toujours venir sur les accords de Lancaster House Agreement, sur le problème des Blancs. Ces Blancs-là sont zimbabwéens. Et puis, celui qui n'a pas une culture de travail, qui ne connaît pas vendre, tu ne peux pas lui faire devenir commerçant. Tu ne peux pas lui transformer à devenir agriculteur du jour au lendemain. Donc, ce que Mugabe est en train de faire, le pire, ce qu'il a fait aussi est qu'il a distribué le terre à lui, sa femme, ses amis, et donc il a ruiné le Zimbabwe et il dit qu'il est panafricaniste. Moi, je trouve que c'est un dangereux populiste qui mérite seulement de laisser le pouvoir et laisser que le Zimbabwe revienne comme il était auparavant. Un dangereux populiste qui a conduit l'Union africaine en donnant quand même un punch qui était inattendu. À l'Union africaine, vous savez que l'Union africaine, c'est un repère des dictateurs dangereux communistes, dont il y a une certaine solidarité là-bas. Donc moi, je ne donne pas ça une considération de l'Union africaine. Alors, Louis Roger, c'est vrai qu'on peut être d'accord avec Elie sur un certain nombre de sujets, mais il me semble quand même que nous ne devons pas être amnésiques. Les combats qui ont été menés pour l'indépendance de l'Afrique, c'était peut-être des combats d'une autre époque, mais c'est des combats qui gardent toute leur importance et qui ont marqué l'histoire et marqueront certainement l'histoire de cette Afrique. Ça fait 50 ans. Et Mugabe en fait partie. On ne parle pas de rien pour se hisser à un certain niveau. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut reprocher à Mugabe, mais vous ne pouvez pas totalement battre d'une brèche les accords de Lancaster. Ces accords-là, ceux qui les ont signés, comme vous dites qu'il faut respecter sa parole, devraient aussi pouvoir le respecter. C'est-à-dire ces Anglais et autres. Pourquoi aujourd'hui ils prennent position de manière radicale alors que cela aurait pu être évité? Je vais dire ceci. C'est un terreau qu'on a servi à Mugabe, même si de manière populiste, il s'en est servi pour une redistribution questionnable de ces terres-là. Mais on doit reconnaître qu'on ne peut pas prendre le parti. Je ne voudrais pas utiliser le terme des Blancs, mais c'est ce qui s'est passé. L'Angleterre aujourd'hui se lève parce qu'il s'agit des Blancs. Et parmi ceux qui exploitaient, il y avait quand même une infime partie des Noirs. On n'a jamais posé la question de ces Noirs qui exploitaient aussi et qui ont été considérés comme des Blancs. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que Mugabe est simplement l'homme à abattre. Oui, il a des tares. On doit le lui reconnaître. Son âge ne lui permet plus aujourd'hui d'avoir 90 ans. Voilà. On doit le lui reconnaître, mais je ne serais pas d'accord avec Elie de remettre totalement en cause la responsabilité des colons d'hier qui, eux aussi, n'ont pas respecté une parole consignée et signée et reconnue internationalement. Vous savez... Merci, c'est pas un débat, c'est pas un débat ou alors le ping-pong entre vous. On va poursuivre avec cette matière d'information très animée ce matin avec le Rwanda où David Kabwewe, l'ex-capitaine rwandais qui a été poursuivi pour diffamation et incitation au soulèvement, a été condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir, entre guillemets, dit la vérité. Elie Smith, vous êtes quelqu'un qui aimait toujours dire la vérité, même si parfois cela choque. Oui. Alors, cette condamnation est comme une condamnation en tête chercheuse, comme vous avez bien le dire souvent. Mais c'est à tête chercheuse. Vous savez, Robert, comment on appelle ce monsieur? Paul Kagame. On doit dire qu'il a transformé le Rwanda en une gigantesque prison. Vous savez, au Rwanda, si tu veux être ami avec Paul Kagame, dit qu'il est le plus beau, il a transformé, il a arrêté le génocide, il a fait la croissance économique. C'est bien beau. Mais quand il n'y a pas la liberté là-bas au Rwanda, et quand il a même le courage de donner des leçons à son voisin, tout ça, c'est un peu l'hypocrisie de ceux qui nous soutiennent, les Occidentaux. Parce que d'un côté, on encourage la démocratie, mais au Rwanda, il peut tuer les gens. Et il ne tue pas seulement au Rwanda, il va même tuer à l'extérieur du Rwanda. Ils sont même venus ici au Cameroun, si je ne me trompe pas, en 98 ou 99, tuer un Rwandais ici. Donc moi je trouve qu'il est un dictateur, mais ça ne me surprend pas, parce que le livre qu'il lit, le livre d'un autre dictateur sud-coréen, il s'appelle Lee Kuan-yew, donc il met ça en pratique. Donc moi je trouve ça ignoble et on doit la critiquer et avec les termes appropriés. Monsieur Paul Kagame, c'est vraiment un dictateur. Voilà. Alors, Patrick Isshian, d'abord, il faut quand même dire qu'il avait tenu des propos selon lesquels les cadavres retrouvés en août 2014 au Burundi dans le lac Ruiru provenaient bien évidemment du Rwanda et de l'Ouganda, et ce qui n'avait pas plu à Paul Kagame. Oui, vous voyez ce que cela peut insinuer. Si on trouve ces cadavres-là et qui seraient en provenance du Rwanda, de l'Ouganda, allez donc vous imaginer déjà qu'il y a beaucoup de vérités et de non-dits sur le génocide rwandais.
où de part et d'autre on s'accuse, les responsabilités sont parfois rejetées entre le régime en place, la France et d'autres rebelles. Donc il y a encore une situation quand même confuse et incertaine sur, je vais dire, certains éléments clés de ces génocides. Et il n'y a pas que ça. Il fait partie des personnalités, son épouse était quand même chef du protocole, n'est-ce pas, du côté du Rwanda. Il fait partie des personnalités qui ont quand même eu un certain nombre de rapprochements. C'était des personnes clés du régime. Et il pense véritablement, dans certaines de ses confidences, en attendant que ces allégations soient confirmées, que le président Paul Kagame sera en train d'éliminer un à un les personnes qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Vous voyez, c'est très grave, mais quand même il y a des signaux qui peuvent permettre de corroborer et de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans cette histoire. Bon, maintenant, j'allais poser la question à Elie. Hein. Heureusement que lui-même, il a chuté par cette question. Nos amis occidentaux, dans ce cas de figure-là, ils disent rien. On va attirer le pignon au vieux Mugabe qui, lui-même, de manière naturelle, va se retirer d'un moment à l'autre, qu'il le veuille ou pas, il partira de toutes les façons. Voilà, Kagame à côté, qui est soutenu. On a l'impression que du Burundi au Rwanda, c'est des centaines de kilomètres, alors qu'il n'y a même pas 10 kilomètres qui séparent les deux États. Et deux situations aussi paradoxales se déroulent dans ces deux pays. Et on a deux discours qui viennent des mêmes personnes. Vous voyez, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux, tout comme ça ne fait pas sérieux. La République démocratique du Congo, une manifestation d'étudiants a dégénéré, des étudiants de l'école de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Et la perspective, c'est donc cette augmentation des frais de scolarité. C'est donc dans cette perspective d'augmentation des frais de scolarité que les étudiants se sont donc révoltés. Et il y a eu donc des échauffourées avec la police. Alors, Elie Smith, on a vu il y a quelques semaines du côté de l'Afrique du Sud où les étudiants ont manifesté dans pratiquement toutes les universités. Maintenant, en République démocratique du Congo, c'est la même situation. Alors, est-ce à dire qu'il faudrait revoir les frais de scolarité imposés aux étudiants? Oui, il faut revoir, mais je suis un peu... on a un cas ici au Cameroun, le cas de l'école catholique où il y a des grèves. Vous savez, il y a une manière, souvent, si vous voulez la qualité de l'école, on doit on doit payer pour cela. Mais souvent c'est difficile quand vous êtes dans un pays ou dans des zones où les gens sont pauvres. Donc c'est faire le juste milieu et peut-être savoir comment augmenter d'une manière graduelle. Mais aussi avant d'augmenter, je pense que nos gouvernements aussi pêchent à ne pas savoir informer. Vous pouvez informer d'une manière didactique que regardez, voilà, vu, nous voulions augmenter peut-être par 1% ou par 0, donc je pense. Mais on ne peut pas faire autrement. Si vous voulez les bonnes écoles aujourd'hui, c'est le monde, les bonnes études, il faut payer pour cela. Est-ce que nos gouvernements ont des moyens pour le faire? Je crois que oui, parce que souvent nos gouvernements mettent de l'argent là où il ne le faut pas. Parce qu'il faudra, moi je pense que les gouvernements sérieux doivent investir plus dans le système de santé et dans l'éducation. Mais malheureusement, souvent, on met ça dans des avenues ou dans des secteurs qui ne sont pas viables ou qui ne sont pas prioritaires. Alors, Patrick Richard Dowo. Oui, il faut dire que c'est toujours lamentable. Hein. C'est toujours le nerf de la guerre. Et c'est encore des intentions d'augmentation, parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est des intentions, un soupçon. Il y avait une rumeur dans l'air, parce que jusqu'ici, aucune décision n'a encore été prise. D'ailleurs, les autorités se le disent. Mais on doit reconnaître que cette intention-là était réelle. Peut-être la méthode. Et vous savez, les études, autant on a des frais, autant il y va aussi du traitement des enseignants. Aujourd'hui, c'est les étudiants qui grèvent parce qu'on a l'intention d'augmenter. Demain, ce sera peut-être les enseignants qui vont gréver à leur tour parce qu'on n'aura pas augmenté et donc on n'aura pas suffisamment de moyens pour bien traiter les enseignants. C'est une problématique complexe. Mais vous savez, dans nos pays africains, il y a aussi ce regard social dans toute cette démarche. Et le devoir régalien de nos États devrait être de mobiliser les ressources pour y arriver. Le problème fondamental est celui de la gouvernance. Parce que quand on regarde la gabégie qu'il y a au niveau de l'utilisation des ressources, on en est toujours à se plaindre de ce que ces ressources-là ne sont pas suffisantes, on ne peut pas les exploiter. Mais en vérité, il s'agit d'un problème de bonne gouvernance. Parce que si la bonne gouvernance est mise en place, on va avoir moins de corruption, on va avoir moins de distraction de fonds destinés à ces projets sociaux. Et puis finalement, peut-être qu'on pourra avoir des subventions qui permettent de traiter au mieux les enseignants et de ne pas reposer le poids de ce traitement-là sur les étudiants et les élèves qui sont l'avenir de demain. Et quand on voit ceux qui le font,
c'est ceux qui ont, pour la plupart dans nos États africains, bénéficié des bourses gratuitement de ces États-là et qui aujourd'hui sont aux affaires, refusent à cette jeunesse-là de pouvoir penser en bénéficier aussi. Alors, la question, c'est pourquoi aujourd'hui nos universités d'État ne sont pas subventionnées, parce que l'État devrait permettre à ce que les élèves puissent aller à l'école même sans payer le moindre sou. Et cela fut le cas à une certaine époque où il y avait même des bourses qui étaient attribuées à des étudiants. Alors, qu'est-ce qui se pose aujourd'hui? Où va donc l'argent du pays? Et pourtant, on a un sous-sol assez riche. Tous les jours, on signe des conventions à terre des milliards. Alors, pourquoi ces universités ne sont pas subventionnées aujourd'hui? Premièrement, beaucoup de nos universités, par exemple au Cameroun, c'est des universités politiques. Parce que pour créer une université, il y a quand même des préalables à le faire. Deuxièmement, pourquoi il n'y a plus-il de bourses comme auparavant? Ce n'est pas parce que le Cameroun est devenu plus pauvre ou les pays d'Afrique. Non, je crois que c'est un problème de méthode, la priorité, la corruption affreuse. Parce que vous trouvez ces mêmes chefs d'État ou d'autres, ils vivent bien, ils détournent l'argent massivement. Vous voyez ici, on fait une lutte contre l'opération Pervier. Vous voyez les sommes faramineuses qu'ils ont prises. Je crois que c'est parce que nos gouvernements ne voient pas les priorités. Et deuxièmement, et autre chose, c'est que la démographie aussi. Les nombres des étudiants ont augmenté, mais je pense que les gouvernements ne mettent pas assez d'argent dans le système d'éducation ou dans l'université. Quand vous regardez par exemple des classements universitaires du monde, je crois que c'est seulement l'Afrique du Sud qui y figure, mais parce qu'on met beaucoup de l'argent. Mais aussi, c'est parce que ces universités ont une subvention de l'État, mais les pensions aussi sont sélectives. Donc, maintenant, c'est difficile de jouer un juste milieu. Mais par exemple, chez nous, il faudra qu'on crée des vraies universités, mettre les moyens. Il ne faudra pas que ce soit les universités politiques. Chaque région a son université parce qu'on veut faire plaisir à telle ou telle région. Non. Les universités ne doivent pas être à sujet politique, mais on doit réfléchir avant de créer les universités. Pas comme l'université de Maroua où c'est partout dans la ville de Maroua, tout simplement parce que, bon, on dit que c'est le fief du RDPC, on veut donc... Non. On doit, avant de mettre l'université à Maroua, on réfléchit et c'est Maroua mérite. Est-ce qu'on a un budget approprié? Là, on crée. Pas que les universités, on le trouve dans toutes les villes de Maroua comme on a fait aujourd'hui. Ce n'est pas des universités là-bas. Voilà, ce ne sont pas des universités. En tout cas, l'éducation préoccupe l'un des candidats d'ailleurs à la présidentielle de 2018. Si on anticipe, il sera toujours candidat. Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PURS. Voilà, on va parler également de cet autre scandale qui éclabousse aujourd'hui les autorités du côté de Kinshasa. Ce sont ces détournements des salaires des fonctionnaires et on parle de 11,7 milliards de millions de dollars. Rien que à Kinshasa, c'est quand même assez regrettable. C'est regrettable et je crois l'année passée, ils ont essayé même d'informatiser le système de paye. Mais malgré tout ça, ça c'est seulement Kinshasa, la province de Kinshasa. Imaginez-vous ceux qui sont dans les provinces orientales ou dans Bandundu ou dans l'Équateur, qu'est-ce qui se passe? On a eu souvent des rébellions dans l'armée zaïroise ou de la République démocratique du Congo uniquement parce que les militaires, les hommes de troupes ne sont pas payés. Donc voilà encore un autre cas. Ils détournent 11 millions ou 11 milliards de dollars, mais pour investir dans le système d'éducation, ils ne peuvent pas. Ils veulent augmenter les salaires, les pensions. Ils vont augmenter, mais c'est pour eux-mêmes. Je crois que les pays africains doivent être responsables, on doit avoir un nouveau groupe, une nouvelle couche des élites africaines pour peut-être changer des choses. Voilà, il faut peut-être reformater les mentalités pour avoir des citoyens dignes qui veulent véritablement se battre pour le développement de leur pays et non pour se remplir les poches. Et quelqu'un qui voudrait vraiment se battre pour son pays, c'est François Hollande, qui est aujourd'hui devenu un chef de guerre. Il s'est adressé hier devant le Congrès pour réaffirmer sa position et celle de la France. Et dans cette communication, des informations assez importantes, la révision de la Constitution, la prolongation de l'état d'urgence et même le changement de la politique de la France vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de Moscou. Hollande a un peu mis de l'eau dans son vin, peut-on le dire? Oui, je pense. Il a mis de l'eau dans son vin. Moi, j'ai vu un président de gauche prononcer un discours de droite. Bon, écoute, mais de l'autre côté, je suis content que
on va avoir une seule coalition pour lutter contre ces gens qu'on appelle des rebelles. Il n'y a pas de terroristes modérés. Tous sont des terroristes. Je crois que les Occidentaux doivent apprendre. Vous voyez aujourd'hui les moudjahidines du peuple. Les moudjahidines, par exemple, dans le cas de l'Afghanistan, c'est eux qui luttaient contre la pérille rouge. Mais ces mêmes moudjahidines se sont transformés contre ceux qui les finançaient après. Donc, c'est la même chose qui pourra se passer. D'abord, ça ne va pas même pourra, ça se passe déjà. L'État islamique financé ou soutenu par la Turquie, qui vend ses pétroles, ses blés, aujourd'hui met les bombes en Turquie. Tous ces autres rebelles, Al-Nusra, Al-Qaïda, les forces syriennes dites libres. On a vu les forces syriennes dites libres, on les a donné les armements, ils ont donné ça à État islamique. Donc ça montre que, je pense, pour une fois de plus, les Occidentaux doivent réfléchir, avoir une politique cohérente. Moi, je crois qu'entre Bachar al-Assad et les terroristes, que ce soit Al-Nusra, Al-Qaïda ou quoi, moi, je vais préférer Bachar, parce qu'au moins, avec Bachar, il peut infléchir sa position. Voilà. Patrick Christian d'abord. Est-ce que le président François Hollande avait le choix? Il me semble que dans un contexte comme celui-là, c'est un différent discours qui aurait été catastrophique, non seulement pour lui, son image, pour sa carrière politique, mais aussi pour la psychologie des Français, qui ont besoin quand même d'être rassurés. Si on a un chef qui n'est pas même de frapper du poing sur la table dans une situation aussi critique que celle-là, ça va quand même laisser beaucoup de psychose au sein de la population. Donc après, dès qu'on a fait le constat et l'analyse de ce discours de François Hollande, il faut dire que nous revenons dans une spirale où les masques qui étaient déjà tombés tombent davantage. La lutte contre l'extrémisme, aujourd'hui, va peut-être, on dit souvent qu'à quelque chose malheur est bon, va peut-être, à partir de ce 13 novembre 2015, retrouver la forme qui aurait dû être la sienne bien avant ces attentats. On a joué au chat et la souris en voulant séparer, je ne sais pas moi, l'État islamique des opposants, dit-on, à Bachar al-Assad. Et vous avez vu, bien, même si on reproche beaucoup de choses à Nicolas Sarkozy, qui lui-même était un des chantres, n'est-ce pas, de ces positions-là, venir simplement dire que la France ne pouvait pas arriver à bout de l'État islamique sans tenir compte de Bachar al-Assad. Et tout ce discours de François Hollande, qui fait de lui finalement un président de gauche qui parle comme un président de droite, n'est que le fruit de cette admirable concertation qu'il y a quand même eu entre lui et les différents hommes politiques de la France. On l'a vu recevoir François Hollande, Marine Le Pen, François Bayrou, donc on l'a vu recevoir Sarkozy. Donc c'est toutes les tendances politiques de la France qui ont été concertées par le président de la République. Il a consulté la société civile, il est allé devant le Parlement. Maintenant, il faut que ce Parlement et le gouvernement entériment ces mesures que vous avez annoncées, parce que là-bas, on va dire un état d'urgence ne se décrète comme ça pas. Il faut consulter le Parlement. Des alliances effectives ou bien la mise en terrain des troupes ne se décide pas dans la nuit comme ça là, comme ça se fait sous d'autres cieux. Donc c'est des propositions, c'est des propositions qui ont été faites au Parlement et le gouvernement et le Parlement devront finalement entériner et ce n'est qu'à cette issue-là qu'on verra quelle sera la portée véritable, n'est-ce pas, de toutes ces mesures annoncées. Mais toujours est-il que état d'urgence pour 3 mois, peut-être au-delà de ces 3 mois, les Français vont devoir reconsidérer toutes les mesures sécuritaires qui sont les leurs actuellement. Alors, il y a la conférence internationale sur le climat qui va se tenir d'ici le 30 novembre, mais l'on annonce déjà que ça sera une conférence en demi-teinte parce que les 200 manifestations prévues tout autour n'auront plus lieu. C'est quand même une victoire de ces djihadistes. Oui, c'est une victoire de ces djihadistes et c'est quelque chose que la France ne doit pas accepter ou le monde occidental parce qu'ils sont en train de changer la manière dont les gens sont en train de vivre. Et un truc que j'ai eu peur dans le discours de Hollande, c'est quand il dit s'il y a quelqu'un qui est dangereux, qui est soupçonné, ça veut dire par exemple, la France est quand même un pays qui accueille des exiliés politiques. Ça veut dire que n'importe quel despote dans n'importe quel pays du monde peut donner un coup de fil en France. Il y a un monsieur là-bas qui est dangereux pour ma sécurité, il y a une dame, et on va l'arrêter. Donc, je pense que oui, déjà, on peut dire qu'il y a une victoire pour les terroristes, parce que si
on ne va pas accepter qu'il y ait des manifestations. Mais je peux vous assurer que quelles qu'en soient les mesures de sécurité qu'ils vont prendre, les gens vont quand même manifester parce qu'il y a des mesures qui seront prises là-bas qui ne seront pas les mesures bonnes pour la population, qui va peut-être ruiner le capital de ce que les gens veulent pour améliorer le sort de l'humanité. Votre question de vous? Oui. Bon, vous voyez, malheureusement, on est obligé d'y arriver. Restriction des libertés, c'est peut-être le revers de la médaille, n'est-ce pas, de cette volonté de démontrer qu'on tient encore finalement le gouvernail dans l'aspect sécuritaire. Ce sommet du COP21 qui arrive et qui va se dérouler dans une ambiance qui n'aurait pas été celle d'avant le 13 novembre, malheureusement va se dérouler avec des contraintes sécuritaires extrêmes. Il me semble que c'est vraiment avec le cœur dans les bras que de nombreux chefs d'État et même des délégations vont se rendre à Paris, parce que jusqu'à l'heure actuelle, il y a encore des cabales. On ne sait pas s'il y a encore quelques mousquetaires cachés dans quelques endroits. Donc, c'est une situation vraiment dérangeante et qui interpelle vraiment les dirigeants de cette planète. C'est bien qu'ils se retrouvent tous là-bas à Paris et qu'ils aient un peu de temps pour se concerter. On a vu le G20, même si on se demande très souvent si les décisions fortes et applicables sont prises à partir de ces sommets-là. Donc, ce sommet qui arrive va se dérouler dans un contexte particulièrement tendu, il faut le reconnaître, et peu importe les décisions qui seront prises actuellement, peu importe les autorisations ou même le maintien de toutes ces différentes marches qui étaient prévues, le fait pour l'État islamique d'avoir déjà réussi ce coup-là est une victoire, quoi qu'on dise. Maintenant, c'est la suite et la gestion dans la riposte qui se veut globale qui va certainement faire reprendre au monde occidental la main dans cette, on va dire, dans ce jeu de chat et la souris avec l'État islamique. Et c'est ce que François Hollande déclara encore. Nous devons continuer à influencer le monde et on espère qu'il pourra le faire en réunissant pratiquement tous ces chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus à cette conférence internationale sur le climat qui démarre donc ce 30 novembre à Paris. C'est terminé pour cette matière d'information. Nos programmes se poursuivent.